Bien, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amis, nous allons ouvrir la 6e édition de BWC, Brussels World Simulation. Et c'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir vous dire que 4 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 13 décembre prochain, vous allez être entièrement concentré sur la conduite des rôles qui vous ont été confiés. 6e édition, qui aurait cru, quand Philippe a lancé cette idée, que 6 ans après, nous en serions là, avec un jeu qui n'a cessé de se sophistiquer, de se renforcer, de se perfectionner, un jeu qui rencontre un succès croissant, puisque nous comptons 204 joueurs cette année, dont 111 à Sciences Po Ex, ce qui est tout à fait remarquable. Mais 111, ça ne fait que la moitié des effectifs. Ça veut dire aussi que nous pouvons compter sur nos partenaires. La faculté de droit, évidemment, que je salue ici en la personne de ma collègue et très chère amie Nathalie Rubio, ses étudiants, et puis tous nos partenaires qui nous suivent Oui, en ligne. en ligne. Donc, Sciences Po Saint-Germain, Sciences Po Strasbourg, Freiburg, HEC, Cluj-Napoca. C'est bon? Saint-Germain, Strasbourg, oui, Voilà, oui, du coup, je recompte avec toi, mais oui, on est bon. en général, je me prends les pieds dans le Et la tapis. faculté de droit. Voilà, bien sûr, la faculté de droit, Aix-Marseille Université, notre chère voisine et notre cher partenaire. Donc 204 joueurs, 158 rôles distribués. Vous devez imaginer la complexité que cela représente, hein, que d'attribuer à chacune et chacun un rôle, 15 rôles pour la commission, 27 rôles pour les États membres, c'est-à-dire que cette année, nous aurons tous les États membres, ce qui n'a pas toujours été le cas, ce qui est remarquable, auquel il faut ajouter 9 États tiers, 44 rôles pour le Parlement européen, 44 stakeholders et 19 rôles médias, ce qui effectivement permet de crédibiliser un peu plus encore ce jeu, ce qui permet aussi d'utiliser au mieux les compétences de chacune et de chacun, puisque les unes et les autres, vous êtes dans des masters et vont autant vous permettre de renforcer vos compétences disciplinaires, tout en vous mettant en mesure d'acquérir aussi ou d'acculturer des compétences qui appartiendraient à d'autres secteurs disciplinaires. Il y a derrière tout ça une incroyable ingénierie. Et je tiens quand même à le souligner parce qu'on a tendance à imaginer que tout est très facile, à l'exception peut-être du réglage du son. Mais pour le reste, on pense que tout coule de source. Or, ça n'est pas le cas. Il y a derrière tout cela des gens qui travaillent dur, de manière à nous permettre une montée en compétences constante. L'innovation pédagogique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, n'est pas une sinécure. C'est pas, Yasser Arafat disait Revolution is not a picnic. Je peux vous dire que l'innovation n'est pas un pique-nique. Hein, c'est quelque chose de très engageant pour l'établissement, hein, qui mobilise des ressources humaines. Et puis, je tiens quand même à le souligner, à un moment où on dit trop souvent que le pouvoir est aux mains des comptables, ça n'est pas vrai à Sciences Po Ex. Ça n'est pas vrai à Sciences Po Ex. Nous faisons un effort financier considérable. Et cet effort financier est un effort accepté, assumé, parce que c'est un investissement. Nous investissons sur l'innovation pédagogique parce que nous savons que c'est la meilleure façon de renforcer vos chances de poursuivre un cursus pour celles et ceux qui le suivraient dans d'autres établissements et de réussir votre intégration sur le marché de l'emploi. Je n'ai aucun problème à le dire. Mon souci, c'est votre professionnalisation, mais pas la professionnalisation comme un slogan creux, espèce de totem qu'on sortirait de temps à autre et devant lequel on se prosternerait. Non, la professionnalisation, c'est la capacité, à partir de ce que nous sommes, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs, des universitaires, la capacité de vous donner les clés disciplinaires, la méthode qui vient de la recherche, donc enseignement et recherche,
les clés qui vous permettront de réussir votre insertion professionnelle. C'est ça la professionnalisation. C'est aussi vous donner quelques autres compétences que vous allez expérimenter au cours des prochaines semaines. Prendre la parole en public, quand il vous faudra défendre vos positions, eh bien, ça suppose de maîtriser l'art de la rhétorique. Ça suppose d'être capable de construire un raisonnement intelligible. Alors, je voudrais quand même adresser un certain nombre de remerciements. Bien sûr, les équipes de l'établissement qui participent au jeu, la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université, Sciences Po Strasbourg, qui nous a reçus la dernière à Strasbourg. Ça n'est pas possible cette année, mais nous sommes en train de réfléchir à organiser la plénière dans un cadre qui soit, ça ne sera jamais aussi prestigieux que le Parlement européen, mais qui soit quand même à la hauteur de vos et de nos attentes. HEC Paris, l'Université de Freiburg, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et l'Université de Cluj-Napoca. Je veux aussi remercier les équipes de Sciences Po Aix qui ont été fortement mobilisées pour que ce jeu se passe dans de bonnes conditions matérielles, et que vous ayez le sentiment d'entrer dans une séquence qui est très rodée. Alors, je ne parlerai pas de routine parce que malheureusement, nous ne sommes pas encore là, mais c'est bien rodé, c'est bien balisé et vous vous en rendrez compte. Je veux remercier à ce titre la direction de la stratégie des systèmes d'information, et de la stratégie numérique, la SISN. J'ai toujours du mal à me rappeler ce qu'il y a derrière cet acronyme, mais en revanche, je vois des visages, et notamment Coralie Maire et Julien Buenocor, qui ont été formidables, et je pèse mes mots, dans la refonte de la plateforme de jeu. Pour ceux qui ont participé au jeu l'année dernière et qui participent au jeu cette année, vous voyez les progrès qui ont été accomplis en matière de gamification. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, la gamification. Maintenant, je sais, je vois, c'est tangible. Oui, c'est une amélioration tout à fait évidente. La direction de la communication, représentée aujourd'hui par Jean-Baptiste, Ségolène Trévinal, la directrice de ce service, qui ont là aussi travaillé d'arrache-pied de manière à ce que vous puissiez disposer aujourd'hui du guide du joueur. Et là aussi, il n'y a pas de routine. Chaque année, on remet l'ouvrage sur le métier. Remercier évidemment Odile Radis, qui, au sein de mon cabinet, coordonne la conduite de ce que nous appelons les projets structurants, et BWS est un projet structurant de l'établissement. Philippe le sait, les 4 Bibi, Estelle, qui l'année dernière était présidente du Parlement européen, je ne peux jamais l'appeler autrement que Madame la Présidente, Zora, qui est au fond, Théo, qui est à côté d'elle, et Jeanne, qui est là. Voilà. Les 4 Bibi qui ont déjà accompli un travail titanesque pour que tout soit prêt aujourd'hui. Si tout est prêt aujourd'hui, c'est la combinaison de toutes les ressources que je viens d'évoquer, mais surtout la combinaison de tous les talents que ces ressources révèlent. Les partenaires financiers du jeu, évidemment, vous parlez d'argent est toujours un peu vulgaire, mais c'est quand même un élément déterminant pour que nos projets aboutissent. Amidex, qui historiquement nous a soutenus, le rectorat d'Aix-Marseille, qui là aussi a donné plus qu'un coup de pouce, qui a été extrêmement utile justement pour la gamification de BWC, le GIS Eurolab, la fondation Konrad Adenauer, avec qui j'étais en discussion hier, et qui nous apportera un soutien financier sans doute relativement modeste, mais qui nous aidera, comme ce fut le cas l'année dernière, à avoir un ou une conférencière de grand renom, la Fondation Schuman, qui est aussi un partenaire historique, et puis la représentation du Parlement européen en France, grâce notamment au soutien amical et d'une très grande fidélité de Isabelle Coustet. Et puis je ne peux pas clore ce propos, en tout cas ces remerciements, sans adresser en notre nom à tous nos remerciements et exprimer notre reconnaissance à Philippe Aldrin, qui est non seulement
le concepteur de ce jeu, et je dois dire qu'il a eu une idée de génie, mais qui est aussi le grand ordonnateur, c'est-à-dire que sans lui, rien ne fonctionnerait, et on sait à quel point nos institutions dépendent largement des qualités et de la vertu des gens qui les animent. Je vous demande de l'applaudir. Je n'y arrive pas. Alors, un mot peut-être sur la thématique de l'année. Je vais vraiment me contenter d'effleurer le sujet. Voilà, droit européen de l'immigration et de l'asile. Je me contenterai de l'effleurer parce que vous allez avoir le privilège d'entendre Philippe de Broecker, qui est aujourd'hui incontestablement l'un des meilleurs spécialistes, non seulement wallons, mais aussi belges, à l'échelon fédéral, mais aussi européen de ce sujet. La parole de Philippe de Broecker fait autorité sur ce sujet. C'est quelqu'un qui, à cet égard, est un modèle. Il parvient à s'abstraire de toute position militante pour essayer d'avoir une approche objective de sujets dont on sait qu'ils sont inflammables. Et là, vous allez effectivement avoir une mise en bouche qui vous préparera, à mon sens, à ce que l'on attend de vous. Alors, un dernier mot, parce que je sais que c'est un sujet récurrent. Vous allez les uns et les autres incarner, tout au long de ce jeu, des rôles qui, parfois, ne croiseront pas, ne recouvriront pas, ne correspondront pas à vos propres convictions. Cela n'a aucune importance. Il est toujours plus agréable, quand on fait du théâtre ou du cinéma, d'incarner un méchant. C'est ce qui permet d'ailleurs de révéler, bien souvent, des talents qu'on ne se soupçonne pas soi-même. Donc, de grâce, ne commencez pas à renacler parce qu'on vous aurait attribué tel ou tel rôle. Et cela vaut d'ailleurs pour l'ensemble des rôles considérés. État, Parlement européen, stakeholders, etc. Vous êtes là pour incarner un rôle. Faites-le avec cœur, sachant que ça n'est pas non plus un premier prix de conservatoire que vous préparez. Nous ne sommes pas là uniquement à attendre la performance d'actrice ou d'acteur. Mais enfin, ça fait partie du jeu. Donc si, pour une raison ou une autre, vous aviez un sentiment déceptif en vous disant « mais je n'y arriverai pas », vous devez surmonter cette réserve. Vous devez surmonter cette réticence. Voilà, il ne me reste plus qu'à déclarer ouverte cette 6e édition. Il est revenu, ça. Voilà, Philippe, ton café est chaud, ça va, c'est bon? Ben oui, c'est ça, j'étais sûr. J'étais sûr. Tu me connais. Je déclare ouverte cette 6e édition du BWC et je donne la parole à on peut tout de suite je donne entendre la parole à Philippe de Broecker et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bien, j'espère que vous m'entendez et que le son est de bonne qualité. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de cette initiative, même si je ne m'attendais pas à devoir participer à un jeu. C'est peu commun dans le monde académique, mais comme je suis belge, je m'y prête très volontiers. Et je vais d'ailleurs donc vous faire une présentation qu'on pourrait intituler « La politique européenne d'immigration et d'asile », non pas pour les nuls, certainement pas parce que vous n'êtes pas des nuls, c'est plutôt moi qui me mets à ce niveau, mais en Belgique, on dirait alors pour les snuls. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez vous détendre et rire, de taper SNUL Belgique et vous allez voir qu'il y a toujours dans ce petit pays beaucoup d'humour et actuellement d'ailleurs ils sont en plein travail. Mais trêve de plaisanterie, donc je vais faire une présentation
général de la politique européenne d'immigration et d'asile. Vous brossez le tableau afin de vous permettre de situer votre sujet qui se rapporte à la question du retour et cette fameuse directive, un sujet très intéressant, mais je dois aussi dire que Philippe Aldrin l'a choisi comme un sujet particulièrement complexe et difficile. Et je crains donc que tout en jouant, vous allez aussi souffrir parce que les règles, vous allez les découvrir, seront particulièrement complexes. Alors, rapidement, le cadre institutionnel, en rappelant que cette politique débute avec le traité d'Amsterdam en 1999, lequel a évidemment été révisé par le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a mis fin à la bataille institutionnelle qui s'est ouverte avec la politique européenne d'immigration et d'asile, s'agissant du partage au niveau européen du pouvoir législatif, la fameuse question de la méthode soit intergouvernementale, soit supranationale. Et avec les traités d'Amsterdam et le Lisbonne, on est certainement entré dans le supranational. On l'attendait depuis une vingtaine d'années, mais ça a plutôt été une évolution qu'une révolution. Certains attendaient une révolution, ils auront été déçus parce que même dans ce cadre supranational, l'intergouvernementalisme persiste pour un certain nombre d'éléments que j'ai listés et que vous voyez sur la diapositive, notamment le fait que le Conseil européen, qui est évidemment un organe plutôt intergouvernemental, est monté en puissance, que le Parlement européen, qui jusque-là occupait le ministère de la parole, est devenu plus réaliste, que finalement, même si c'est quelque peu iconoclaste comme présentation, la méthode supranationale avec la codécision entre le Conseil et le Parlement européen reste au fond à moitié intergouvernementale, puisque le Conseil des ministres est un organe de nature intergouvernementale qui partage le pouvoir législatif avec le Parlement européen, sans compter que le Conseil est dans une position de force dans la politique européenne d'immigration et d'asile, et que celle-ci est aussi marquée par la montée en puissance des agences dont nous reparlerons et qui sont évidemment des agences intergouvernementales. L'Union européenne dispose dans ce domaine de compétences très larges, sauf exception dans le domaine de l'immigration, où la politique d'intégration et la question des quotas de travailleurs migrants restent de la compétence exclusive des États membres. Alors, un petit mot à propos des techniques d'européanisation qui sont utilisées dans ce domaine. Premièrement, l'harmonisation, qui est évidemment la méthode bien connue et la méthode préférée dans cette matière, plus ou moins élevée et qui est parfois en trompe-l'œil, un petit peu un zeste de reconnaissance mutuelle, technique utilisée pour les visas, mais pas dans le domaine de l'asile, ni dans le domaine du retour, ou en tout cas pas encore, même s'il y a d'éventuelles perspectives plus ou moins lointaines à ce sujet. Et puis la coordination entre les États membres organisés au niveau européen, qu'on appelle parfois la méthode de coordination, plus ou moins ouverte, qui, avec le nouveau pacte qui va être adopté, est en progrès. Et c'est particulièrement intéressant parce que cela pourra amener un renversement du principe d'administration indirecte, à savoir que l'Union européenne elle-même, avec la Commission et ses agences, se chargerait de la mise en œuvre de certaines parties des politiques européennes d'immigration et d'asile. Le cadre politique, secondement. Alors, celui-ci est fortement marqué par ce que j'appelle le mauvais héritage de Schengen et de Dublin. Deux conventions internationales de 1990 et qui sont en fait anti-européennes. Pourquoi? Parce que la convention de Schengen a confié la surveillance, le contrôle des frontières extérieures
aux États membres isolément, à chacun des États membres, que la Convention de Dublin a fait de même en confiant à chacun des États membres le traitement des demandes d'asile déposées sur leur territoire. Or, il est évident qu'en s'en remettant à chacun des États membres, on entre dans un système fortement inégalitaire puisque les États ne sont pas tous exposés de la même manière aux flux migratoires. Il est bien connu que les États du sud de l'Europe et aussi éventuellement les États à l'est de l'Union européenne qui ont des frontières avec des pays tiers sont beaucoup plus exposés aux flux migratoires. Il est évident que la Grèce et l'Italie sont beaucoup moins bien placés que le Luxembourg et l'Irlande en termes d'exposition aux flux migratoires. Donc, un mauvais héritage, mais sur lequel on doit construire une politique dont la priorité est aujourd'hui la lutte contre l'immigration illégale, dans un volet préventif, avec la politique des visas et aussi la politique des frontières. Donc, il vise à éviter que des migrants n'arrivent et n'entrent illégalement dans l'Union européenne. Et il y a évidemment aussi un volet répressif, et c'est celui qui va vous occuper, la directive retour qui vise à renvoyer dans leur pays d'origine les migrants en séjour illégal. Alors, une directive dont je dis un tout petit mot puisqu'elle vous intéresse particulièrement, qui a été adoptée en 2008 et qui est un peu comme Janus, elle a un double visage. Au départ, elle a été présentée comme la directive de la honte. Et il faut dire qu'en 2008, lorsqu'elle a été adoptée, les organisations non gouvernementales, les ONG, ont gagné sur la scène médiatique et sont parvenus à présenter cette directive comme celle de la honte, notamment parce qu'elle autorise une détention des migrants en vue de leur retour pour un maximum de 18 mois. Mais avec le temps passant, le deuxième visage de cette directive pourrait être, selon certains, celui de la fierté, parce que cette directive offre également aux migrants un grand nombre de garanties. Il est quand même assez significatif que le rapporteur de la Commission du droit international dans le cadre des Nations Unies, qui a été chargé d'envisager la rédaction d'un traité international sur la politique de retour, a reconnu que jamais il ne serait possible d'aller aussi loin en termes de garantie que la directive retour. Donc, il faut garder une perspective européenne, mais aussi une perspective internationale pour bien se rendre compte finalement des règles et du sens des règles qui nous entourent. Dans le cadre politique, il y a évidemment la question de l'asile et de la gestion de ce droit qui est particulièrement difficile puisqu'il offre la possibilité, il faut le reconnaître également, à des personnes d'abuser de ce droit en déposant une demande d'asile que les États membres devront examiner, mais qui peut être dans un certain nombre de cas infondée. Et donc évidemment, c'est une voie qui permet à des migrants de bénéficier pendant un certain temps qui peut être relativement long en raison de la longueur précisément des procédures d'asile, du statut de demandeur. Alors dans cette matière, l'Union européenne a des ambitions très élevées puisqu'on a déjà adopté 2 générations de normes. D'abord au début entre 2003-2005, secondement entre 2011 et 2013. Et puis nous avons maintenant un 3e paquet législatif qui est en vue avec le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Je vous ai listé les instruments qui composent la politique d'asile, dont cette fameuse convention de Dublin qui est aujourd'hui devenue un règlement, les 4 grands instruments en la matière, plus la protection temporaire qui, comme vous le savez certainement, a été utilisée pour la première fois afin d'organiser l'accueil des Ukrainiens. Et de ce point de vue-là, il est quand même assez remarquable, alors qu'aujourd'hui, l'Union européenne a des difficultés pour accueillir quelques milliers, dizaines de milliers de personnes en provenance d'Afrique et d'Asie, que par contre, elle a accueilli quasiment sans problème
4 à 5 millions d'Ukrainiens en raison de la guerre avec la Russie. C'est une question qui donne évidemment à réfléchir. Dans le cadre politique, il y a évidemment la migration légale, et dans ce domaine, le maître mot, c'est celui de subsidiarité, à savoir que les États membres sont mieux placés que l'Union européenne pour gérer la migration légale. C'est vrai dans le domaine du regroupement familial, c'est vrai également en matière de migration de travail. Alors, un des volets important de la politique européenne d'immigration et d'asile, c'est ce qu'on appelle l'externalisation, ce qui veut dire en fait la coopération avec les pays tiers, et qui est la solution que l'Union européenne a trouvée pour lutter contre l'immigration illégale et de manière assez efficace. Alors quand je dis efficace, c'est un terme que j'emploie uniquement en termes de mesure des résultats. Ça ne veut pas dire que j'y attache une connotation positive ou négative. Je constate simplement que le modèle utilisé par l'Union européenne est assez efficace. Alors, quel est ce modèle? Alors, c'est ce qu'on appelle en bon français le modèle du pullback, c'est-à-dire un modèle dans lequel on retient les migrants, on les empêche de quitter le territoire d'un état de transit. Et c'est intéressant parce que ça renverse la problématique traditionnelle du droit international des réfugiés qui est bâti, comme vous le savez sans doute, sur le principe de non-refoulement, c'est-à-dire l'interdiction du pushback. On ne peut pas, à la frontière, repousser quelqu'un vers le pays où il est persécuté. Aujourd'hui, l'Union européenne a inventé un nouveau modèle, celui du pullback, qui est effectué par des États de transit que l'Union européenne soutient. Alors, c'est bien connu, c'est le modèle qui a été inventé en 2016 à la Turquie. L'Union européenne soutient financièrement la Turquie en lui demandant ce qu'elle fait effectivement, d'empêcher les migrants de se diriger vers l'Union européenne et en particulier vers la Grèce. Ce modèle a été dupliqué dans le cas de la Libye et il est aujourd'hui en voie d'être également utilisé avec la Tunisie. Nous en saurons un peu plus avec le Conseil européen qui se déroule ces jours-ci et qui pourrait adopter une déclaration de Grenade sur la question de l'élargissement, mais aussi la question de la gestion de l'immigration et de l'asile. Alors, venons-en précisément à ce nouveau pacte. Alors, c'est un paquet législatif qui compte pas moins de 9 textes. C'est un monstre législatif, plusieurs centaines de pages de législation présentée par la Commission en septembre 2020. Les négociations ont été très difficiles, elles ont traîné pendant 3 ans, et puis il y a eu un coup d'accélérateur durant le mois de juin, de sorte qu'on peut aujourd'hui penser, sauf accident, mais assez peu vraisemblable, que ce paquet législatif sera adopté avant les prochaines élections européennes et évidemment, pour les responsables politiques européens, c'est considéré comme un enjeu important que de se présenter devant les électeurs avec une réussite dans le domaine de la migration et de l'asile. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au règlement sur la gestion des flux et de la solidarité et au règlement sur les procédures frontières pour l'asile et le retour. Alors, dans le domaine de la solidarité, tout d'abord, ce n'est pas un slogan politique, c'est une exigence juridique. L'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne requiert un partage équitable des responsabilités entre les États membres. Et c'est le dossier le plus difficile qui a été ignoré. La question a été mise sous le tapis pendant 20 ans. Alors, la proposition de la Commission d'aujourd'hui reste basée sur le système Dublin, c'est-à-dire un système qui veut que c'est le pays où le demandeur d'asile arrive qui est responsable de l'examen de sa demande. Un demandeur d'asile qui arrive en Allemagne, l'Allemagne est responsable. Un demandeur d'asile qui arrive en Italie, l'Italie est responsable. Mais évidemment, dans ce schéma, il est évident
qu'il y a beaucoup plus de demandeurs d'asile qui arrivent en Italie qu'en Allemagne en raison de la localisation géographique de ces États membres. Et le partage des responsabilités qui résulte du système Dublin est donc particulièrement inéquitable et il implique donc d'être corrigé par un système de solidarité extrêmement solide et important. Alors, ce que la Commission européenne a inventé comme mécanisme, c'est ce qu'on appelle la solidarité obligatoire. Elle n'est plus volontaire parce que ça ne marche pas, les États membres ne sont pas au rendez-vous, mais elle est obligatoire, elle est flexible tout en étant obligatoire. Flexible, nous allons le voir, en ce sens que les États membres peuvent choisir entre la relocalisation et le financement, et nous verrons ce dont il s'agit. Avant ça, je souligne simplement que cette solidarité est aussi discrétionnaire, parce que la manière dont le pacte l'organise confie un énorme pouvoir d'appréciation à la Commission, et on est très loin d'un système basé sur une répartition qui serait elle-même basée sur des critères comme le produit intérieur brut ou la population de chacun des États membres. Alors, parmi les deux mécanismes de solidarité entre lesquels les États membres peuvent choisir, il y a d'abord la relocalisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des transferts intra-européens de demandeurs d'asile vers un État membre au départ d'un autre État membre, l'idée étant évidemment de décharger un État comme la Grèce ou l'Italie de l'examen de certaines demandes d'asile en transférant les personnes concernées vers un autre État. Système qu'on a déjà utilisé lors de la crise de 2015-2016, qui a à l'époque provoqué une crise avec ce qu'on appelle le V4, c'est-à-dire le groupe de 4 États membres de Visegrad, et crise politique qui aujourd'hui, malheureusement, se répète. L'objectif, c'est 30 000 relocalisations par an au minimum. Alors, ça va paraître peu, évidemment, si on compte qu'à partir de 2022, nous avons 1 million de demandes d'asile dans l'Union européenne. Mais quand on voit les réalisations que les États membres sont à peine parvenus à faire dans ce domaine, quelques milliers de relocalisations, cet objectif, de ce point de vue-là, apparaît finalement comme relativement ambitieux. Il est basé sur une double obligation. Les États membres qui choisissent la relocalisation sont bien évidemment obligés de relocaliser. Ils ne peuvent plus refuser. Et les demandeurs d'asile ne peuvent pas non plus choisir leur état de relocalisation. Alors, ce caractère doublement obligatoire amène évidemment à se poser la question de la faisabilité de ce système. Est-ce qu'on peut imaginer d'imposer à un demandeur d'asile de se rendre dans tel État membre tout en sachant que cet État membre est lui-même obligé d'accepter cette relocalisation s'il choisit cette modalité de solidarité? Deuxième type de solidarité, les transferts financiers entre États, avec un objectif de transfert financier de 600 millions d'euros par an. Un objectif relativement ambitieux, qui sera sans doute plus facile à mettre en œuvre que la solidarité physique au travers de la relocalisation. On bouge évidemment beaucoup plus facilement de l'argent que des personnes. Mais système qui a le défaut d'être intergouvernemental. En effet, dans la proposition de la Commission, les États membres devront négocier entre eux les projets qu'ils souhaitent financer, et on peut évidemment se poser la question de savoir dans quelle mesure cela va être suffisamment efficace. Dans le pacte, nous avons également, c'est un des mots-clés, des procédures frontières. L'idée est de faire à la frontière aussi bien la procédure d'asile que la procédure de retour, et j'y reviendrai. Alors, en matière d'asile, il y a un règlement sur les procédures d'asile. Ce qui est nouveau, c'est que c'est un règlement et pas une directive. Donc, il y aura une unification beaucoup plus poussée des règles imposées au niveau européen. L'objectif est, sans surprise évidemment, d'accélérer les procédures et de rejeter rapidement les demandes non fondées, avec dans l'idée de traiter les demandes d'asile
dans une période, alors là j'ai fait une erreur dans mes diapositives, ce n'est pas 12 mois, mais c'est bien 12 semaines. Donc 3 mois, ce qui est particulièrement ambitieux quand on sait que aujourd'hui des procédures d'asile durent facilement 1 ou 2 années. Dans le règlement, la proposition de règlement procédure, il y a aussi évidemment des garanties procédurales. Et de ce point de vue-là, on peut être relativement optimiste parce que ces garanties procédurales ont été bétonnées par la jurisprudence de la Cour de justice dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc là, les États membres, même s'ils veulent mettre des procédures rapides en place aux frontières, ils se heurtent au fait qu'un certain nombre de garanties procédurales, le droit d'être entendu, le droit à l'appel, le droit à une décision motivées sont des garanties incontournables puisqu'elles relèvent du droit primaire. Mais évidemment, les modalités de mise en œuvre de ces garanties sont réglées par les propositions de la Commission et peuvent rendre difficile ces garanties. Par exemple, un élément tout à fait essentiel, l'effet suspensif d'un appel contre une décision négative, selon la proposition de la Commission, ne sera plus automatique. Il faudra que le demandeur d'asile le demande, ce qui rend évidemment le système plus difficile. Et il faut s'imaginer que ça peut être dans le cas d'un demandeur d'asile qui est détenu, qui ne parle pas la langue du pays d'accueil, qui peut avoir des difficultés pour accéder à l'aide juridique. Donc, est-ce qu'il lui est possible non seulement d'interjeter appel, mais en plus d'interjeter un appel, de faire un premier appel sur la question seulement de la suspension. Et donc, on voit que les garanties peuvent être difficiles dans la pratique. Alors, l'idée est également de faire des procédures aux frontières pour ce qui concerne le retour. Et là, il y a une proposition de réforme de la directive de 2008 dont j'ai parlé, qui a été déposée par la Commission en 2018, mais qui est aujourd'hui bloquée au Parlement européen. Et pour la petite histoire, bloquée parce que la rapporteure qui a été désignée par la commission compétente, la commission Libé, est une parlementaire néerlandaise élue dans le groupe des Verts et qui est très rétive à la manière dont on entend gérer les flux migratoires au niveau européen et qui s'assied aujourd'hui sur le dossier en empêchant celui-ci d'avancer. Alors, cette proposition de directive de la Commission de 2018 est une sorte de résidu hors pacte. Elle n'est formellement, elle ne fait pas partie du pacte, mais elle y est néanmoins raccrochée, même si en raison du blocage que je viens d'expliquer, cette proposition ne sera très vraisemblablement pas adoptée avant le printemps prochain avec les autres éléments du pacte. Alors, la proposition de la Commission de 2018 était particulièrement étonnante parce que c'était un retour en arrière, sans mauvais jeu de mots, à savoir que la Commission proposait en 2018 de revenir sur un certain nombre des acquis qu'elle avait proposés en 2008. La Commission faisait là une sorte de pirouette, au point que d'ailleurs les éléments qu'elle propose en 2020 dans le règlement procédure d'asile apparaissent comme des améliorations par rapport à la proposition de 2018. Alors le but, comme en matière d'asile, c'est d'accélérer la procédure de retour en unifiant le système de décision en matière d'asile et de retour, c'est-à-dire en évitant qu'une personne se voit d'abord signifier une décision négative sur l'asile et puis une décision de retour. L'idée étant qu'elle reçoive en même temps une décision négative en matière d'asile accompagnée d'une décision de retour. Et aussi d'unifier les procédures d'appel en évitant d'organiser un appel en matière d'asile et un appel en matière de retour en prévoyant une procédure unique. Et on peut comprendre, il s'agit là d'un souci de rationaliser les procédures qui existent actuellement.
Alors, pour ce qui concerne les procédures frontières, un mot plus général, pourquoi est-ce qu'on envisage de faire des procédures aux frontières? Ben, évidemment, parce qu'on veut éviter que les personnes entrent sur le territoire et de ce fait-là, la possibilité de passer dans l'illégalité et donc de disparaître. Alors, quand on réfléchit, évidemment, cela suppose très logiquement que pendant les procédures frontières, aussi bien en matière d'asile que de retour, les personnes soient détenues. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que dans les propositions de la Commission, cette question est abandonnée au droit national et donc à chacun des États membres. C'est un élément essentiel du pacte que la Commission ne règle pas directement dans sa proposition. Et ça va évidemment entraîner un certain nombre de questions. Par exemple, une des questions qui va se poser, c'est celle de savoir si les personnes sont détenues ou bien s'il s'agit simplement d'une restriction à leur liberté. Et les règles en la matière sont à ce moment-là différentes. Et je rappelle simplement que dans une affaire qui a concerné la Hongrie, il y a eu des décisions contradictoires de manière assez étonnante entre la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré que des personnes se trouvant dans la zone de transit en Hongrie n'étaient pas détenues, alors que dans un arrêt postérieur, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les personnes étaient détenues. Se posera également la question de savoir si les personnes sont détenues de facto ou de jure. Donc, à propos de la détention, il y aura des problèmes très sérieux qui vont se poser et notamment la question de savoir dans quelle mesure on peut imposer automatiquement une détention, alors que la directive Retour de 2008 prévoit d'abord qu'il faut utiliser des alternatives à la détention, des mesures moins contraignantes. Quelle sera aussi la durée de la détention qui est autorisée? Cette question est réglée aujourd'hui par la directive conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile et par la directive retour. Est-ce que les procédures frontières ne dureront pas trop longtemps par rapport aux durées autorisées par ces deux textes? Donc, toute une série de questions qui vont être extrêmement délicates à propos de la détention des personnes aux frontières, sans compter la problématique des infrastructures. Pour détenir les personnes aux frontières, il faudra évidemment des infrastructures extrêmement importantes et coûteuses. Est-ce que les États membres en disposeront? Et puis, évidemment, quand on songe à des centres de détention et de gestion des flux migratoires aux frontières, on a aujourd'hui en tête la très mauvaise expérience de ce qu'on appelle les hotspots, en particulier en Grèce, où les conditions de vie sont contraires à l'article 3 de la Convention européenne parce qu'elles sont constitutives de traitements inhumains ou dégradants. Est-ce que l'histoire va se répéter avec de nouveaux centres qui seraient créés sur la base du pacte? Alors, perspective d'avenir, et j'en viens là à ma conclusion. Je vois sur mon téléphone portable qu'il me reste 3 minutes 30 secondes à peu près pour rester dans un laps de temps raisonnable. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si le pacte est la solution. Son adoption a été difficile, si elle se réalise, mais ça je pense que ce sera le cas, mais j'ai bien peur que la mise en œuvre du pacte sera encore plus difficile que son adoption. Et à cet égard, je vais vous présenter deux scénarios. Le scénario pessimiste, celui de l'échec, que je crois le plus vraisemblable. Le directeur de l'Institut me connaît bien, il sait que je suis plutôt un pessimiste qu'un optimiste, et je commence donc par ce scénario. Alors, dans le scénario pessimiste, c'est l'échec de la mise en œuvre du pacte, parce qu'il n'y a pas assez de financement, parce qu'il n'y a pas assez de solidarité entre les États membres et parce que les États de premier accueil situés aux frontières de l'Union européenne ne jouent pas le jeu et ne gèrent pas, comme espéré, les flux migratoires, soit parce qu'ils font preuve de mauvaise volonté,
notamment parce qu'ils considèrent qu'ils ne bénéficient pas d'assez de solidarité, soit tout simplement parce qu'ils sont, dans une certaine mesure, incapables d'appliquer le pacte, notamment en raison d'un manque de moyens financiers et d'infrastructures. Quelles seraient dans ce cas-là les conséquences? Ce serait la fin du système Dublin. Les demandeurs d'asile pourraient passer par les États de premier accueil et se diriger vers d'autres États membres de l'Union européenne situés au nord et en particulier à l'ouest. Et dans ce cas-là, nous pourrions revivre le chaos que nous avons connu avec la crise de 2015, de 2016, où énormément de personnes entraient par la Grèce et puis se dirigeaient vers d'autres États membres, et en particulier l'Allemagne et la Suède, dans un chaos complet, puisque certains des États, en violation complète de leurs obligations européennes, par exemple la Hongrie, organisaient carrément des trains pour faire remonter les demandeurs d'asile de leur territoire vers le nord et l'ouest de l'Union européenne. La conséquence pourrait en être une remise en cause de Schengen, puisque les États de l'ouest et du nord pourraient, pour se protéger de ces nouveaux flux migratoires, réintroduire des contrôles aux frontières intérieures, et cela remettrait en cause Schengen. Et on pourrait éventuellement penser que pour tenter de gérer ce chaos, les États de premier accueil veuillent véritablement se barricader et qu'ils ne trouvent pas d'autre solution que de construire une Europe forteresse en procédant aux frontières extérieures à des refoulements, ce qui voudrait dire dans l'Union européenne la fin du droit d'asile. Et comme vous le voyez, c'est un scénario particulièrement noir. Alors, il y a un autre scénario, une perspective beaucoup plus enthousiaste, le scénario optimiste, même en cas d'échec du pacte. Donc, il y aura un échec du pacte, mais il y aura une réaction par rapport à cet échec. Alors, tout d'abord, on peut se demander si un facteur contextuel ne va pas intervenir, à savoir que l'Union européenne pourrait, dans les prochaines années, difficile de dire quand, mais on peut penser que ce sera le cas dans un avenir relativement proche, pourrait changer de priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est la lutte contre l'immigration illégale. Dans quelques années, en raison des besoins de migration de travail de travailleurs migrants, l'Union européenne pourrait tout au contraire se poser la question de savoir où et comment elle peut faire venir des travailleurs qui manquent sur son marché. Et c'est déjà le cas dans un certain nombre d'États membres. Les Allemands viennent de revoir leur système de migration du travail en ouvrant très grand les frontières. Même un pays gouverné par un parti d'extrême droite comme l'Italie prévoit d'accueillir dans les prochaines années 500 000 travailleurs migrants dans le système de décret de quotas tel que l'Italie le connaît. Et même un État comme la Hongrie, tout particulièrement opposé à l'immigration, sans le dire, fait venir aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de travailleurs en provenance de pays asiatiques. Donc, il se peut que dans l'avenir, le contexte change. Alors, ça ne voudra pas dire que le débat sera plus facile, parce que ce sera véritablement un débat existentiel. Vous le savez comme moi, les perspectives démographiques de l'Union européenne ne sont guère encourageantes, et on peut se poser la question de savoir si dans l'avenir, plus ou moins lointain, il ne faudra pas, dans l'Europe, procéder à une véritable migration de peuplement, à savoir qu'on aura véritablement besoin de travailleurs migrants, mais qui auraient vocation à s'installer. Et là se poserait la question de savoir si on veut une migration temporaire ou une migration permanente. Certains, par exemple en Hongrie, veulent réutiliser le modèle du Gastarbeiter allemand, c'est-à-dire du travailleur invité, qui est un invité appelé à rester pour une période temporaire et puis à retourner dans son pays d'origine. Mais on sait qu'il n'y a rien de plus permanent qu'un Gastarbeiter. L'expérience des Turcs en Allemagne le prouve.
Tout au contraire, est-ce qu'il faudrait une immigration permanente? C'est une perspective qui est assez vraisemblable parce que nous avons une directive de 2003 sur la résidence de longue durée qui donne aux migrants en séjour légal sur le territoire de l'Union européenne d'accueillir un droit de séjour permanent après 5 années de séjour légal. Donc, il y a une limite. On peut faire de l'immigration temporaire pendant 5 ans, mais si on garde une personne plus de 5 ans, cette personne acquiert le droit définitif de rester sur le territoire européen. Dès le moment où on voudrait procéder de migration de peuplement, il faudra définir d'où on veut faire venir des migrants. Et évidemment, les 2 continents auxquels on songe, c'est l'Afrique ou l'Asie. Il faudra aussi se poser la question de savoir comment. Alors, on peut évidemment penser que la meilleure gestion de la migration, ce sont des flux légaux, c'est-à-dire qu'on rouvrirait les frontières pour permettre aux personnes de rentrer légalement dans l'Union européenne. Mais le paradoxe sera que l'Union européenne, vraisemblablement à l'avenir, tout en connaissant un besoin de migration légale, sera toujours confrontée à un certain niveau d'immigration illégale. Alors, est-ce que éventuellement, on prendra conscience et on reconnaîtra la présence de ces illégaux et, par exemple, est-ce qu'on procédera à nouveau dans l'avenir à des régularisations de travailleurs illégaux présents dans l'Union européenne? C'est une autre manière de gérer les flux migratoires. Alors, comme perspective d'avenir, on peut aussi en matière d'externalisation, espérer que dans ce nouveau contexte, il y aurait une amélioration des relations avec les pays tiers, une meilleure collaboration qui aujourd'hui est extrêmement difficile. Surtout, ce qui permet d'être optimiste, c'est ce qu'on peut appeler l'internalisation, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où la solution trouvée par l'Union européenne est l'externalisation, c'est-à-dire le modèle du pullback, l'Union européenne réussirait à gérer les flux migratoires en interne, par le biais d'agences, l'agence Frontex, bien connue, l'agence Asile de l'Union européenne, qui pourraient devenir des agences quasi fédérales et qui permettraient de mieux gérer, beaucoup mieux, les flux migratoires au niveau européen. C'est particulièrement intéressant et c'est une évolution qui est aujourd'hui déjà en cours avec le renforcement des agences et ça montre un changement de débat institutionnel. Dans les 20 dernières années, nous avons connu un débat sur le partage du pouvoir législatif. Aujourd'hui, commence un débat sur le partage du pouvoir exécutif. Alors, on pourrait aussi penser qu'en parallèle à l'agencification au niveau européen, il y aurait de plus en plus de financement européen de la politique d'immigration et d'asile. Et ces solutions européennes sont évidemment des solutions solidaires, puisqu'elles ne dépendent plus de chacun des États membres, mais sont mutualisées entre les différents États. Voilà un scénario plus optimiste que je n'exclus pas, mais j'ai bien peur qu'il faudra, pour y venir, passer par le scénario pessimiste et donc une période particulièrement difficile. Alors c'est bien connu, c'est la politique des petits pas de l'Union européenne que Jean Monnet a décrite, mais je ne voudrais pas terminer avec Jean Monnet parce que c'est vraiment du réchauffé et donc je préfère m'en remettre à Winston Churchill qui a dit que ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, c'est seulement la fin du début. Et je crois que c'est là où nous en sommes aujourd'hui dans la construction de la politique européenne d'immigration et d'asile. Merci pour votre attention. J'ai chaudement et chaleureusement applaudi. Je ne sais pas si tu as entendu la clameur de l'amphithéâtre, mais nous en portons témoignage. Je te remercie pour cette brillante conférence, mais je n'en attendais pas moins de toi. Tu as brossé deux scénarios. Je crois qu'on a un peu de temps peut-être pour une discussion et puis pour relayer les questions de nos étudiants.
tu as brossé deux scénarios. Je dois dire que j'incline pour ma part au pessimisme en t'entendant, parce que il y a quand même beaucoup de conditions à remplir pour que les choses s'améliorent. Tu évoquais à la fin de ton propos une meilleure collaboration, l'espérance d'une meilleure collaboration avec les pays d'émigration. Le tableau que l'on peut brosser aujourd'hui n'est quand même pas très, très favorable. Que l'on regarde à l'est ou au sud, les relations entre l'Union européenne et ses partenaires et les relations entre certains États membres et leurs partenaires historiques n'ont jamais été aussi mauvaises, avec ce que l'on constate, une compétition, une concurrence souvent déloyale entre les États membres eux-mêmes. Si je regarde le cas du Maghreb, l'Espagne, la France et l'Italie se taillent des croupières et sont dans une attitude qui est tout sauf solidaire à cet égard. Je pense qu'on ne doit pas non plus minimiser ce que j'appellerais l'hypothèque électorale. Il y a des élections à venir, des élections européennes dont on ne sait pas ce qu'elles donneront. Et on ne sait pas quelle est la majorité qui sortira des prochaines élections européennes, même si on peut espérer que les modérés de gauche et de droite parviennent à tirer leur épingle du jeu. Il y a des hypothèques électorales nationales. Alors, parfois des surprises. Bon, l'Italie, et je ne dirais pas que l'Italie est une bonne surprise, mais ça n'est pas une aussi mauvaise surprise qu'on aurait pu le craindre. Mais ce qui vient de se passer en Slovaquie doit nous inciter à une certaine prudence. Et puis, il y a ce que j'appellerais la fascination pour le chaos. C'est-à-dire que, bien sûr, je te rejoins pour considérer qu'il y a des données objectives. Bien sûr qu'il y a des pays qui sont confrontés à des risques démographiques qui sont des risques démographiques absolument existentiels. Les pays d'Europe centrale et orientale perdent de la population d'une manière qui est autrement plus inquiétante que le tassement ou même la régression démographique que l'on connaît à l'Ouest, mais qui est quand même d'une moindre gravité. Simplement, il arrive que des pays qui sont confrontés à tel risque fassent eux-mêmes des choix qui sont des choix absolument aberrants. Et puis, on ne peut pas non plus, puisque tu l'as dit, négliger les effets délétères d'une forme de subsidiarité qui produirait des conséquences négatives. Les questions d'intégration restent du seul ressort des États membres. Et on voit bien que l'intégration est un sujet qui peut être soumis à toutes les démagogies. Il y a deux points sur lesquels je ne t'ai pas entendu, enfin en tout cas, il y a deux concepts que je ne t'ai pas entendu évoquer. C'est le concept de circularité. Au fond, est-ce que dans la migration temporaire, on ne pourrait pas imaginer une migration circulaire, c'est-à-dire réintroduire une sorte de fluidité, nous qui habitons à un point de contact entre l'Europe et le Maghreb, et pour certains d'entre nous, nous qui connaissons bien et l'une et l'autre rive de la Méditerranée, une ville comme Marseille s'est éteinte depuis l'instauration des visas. Il fut un temps où des centaines de milliers de gens faisaient chaque année le voyage entre Alger, Tunis et Marseille, et inversement. Ça n'est plus le cas. Et on se dit que introduire une forme de circularité pourrait être de ce point de vue bienvenu. Il y a un champ qui me paraît déserté, c'est celui de la politique d'aide au développement, parce qu'après tout, il faut peut-être aussi agir à la racine du problème, et elle se situe dans les pays d'émigration. Et enfin, il y a un problème de prévisibilité. On peut effectivement imaginer une politique d'immigration qui serait centrée sur ce que l'on appelle dans la vulgate politique française actuelle les métiers en tension. Voilà, on va amener des gens dans les secteurs en tension. Mais on voit qu'on est immédiatement confronté à une difficulté pratique. C'est la difficulté de la fiabilité et de l'accessibilité des données. Quels sont les métiers en tension au moment où on légifère, au moment où on réglemente, et sont-ils les mêmes ou sont-ils les seuls au moment où on est capable de mettre en œuvre les normes que l'on a adoptées? Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui, malheureusement de mon point de vue, inclinent à une lecture pessimiste des choses. Je te remercie d'avoir cité Churchill, qui est effectivement un personnage historique auprès duquel je trouve souvent l'enthousiasme et l'espoir qui peut parfois, ou le désespoir qui peut parfois nous guetter. Je le combats en lisant Churchill. Voilà.
je ne sais pas si tu veux réagir à ce que je viens de dire. On peut peut-être prendre 2 ou 3 questions dans la salle et puis on les relaie. Voilà. Et je regarde en ligne s'il y a des questions. Voilà. Donc, en ligne, n'hésitez pas à poser des questions si vous, Dans la salle, vous souhaitez. j'ai posé, en tout cas, j'ai fait le premier effort. Vous pouvez vous lancer. Alors, il découvre hein, le scénario ici Alors, en au ligne. fond, vous vous levez et vous parlez fort. Et de on va manière- relayer votre question Voilà. auprès de Philippe Bruck. Dans Alors- 5 minutes. Alors, question pratique, Pratique. importante, mais ne cédons pas à l'utilitarisme, jeunes gens. Quand est-ce que l'on va connaître nos rôles? Dans quelques instants. Y a-t-il des questions de fond, Je crois qu'il des réserves, des remarques? va falloir se colter à la technicité Voilà. et Bon, caractère très complexe c'est un du sujet sujet. compliqué. Hein. Peut-être qu'on peut remercier. Voilà. Bon, ben, Donc, on va. monsieur, alors levez-vous et parlez fort. Alors, Philippe, une question qui concerne la protection temporaire accordée. Vous me dites si je trahis éventuellement votre pensée, la protection temporaire accordée aux Ukrainiens. Vous êtes vous-même ukrainien, monsieur, sans vouloir être indiscret? Voilà. Donc, un étudiant ukrainien. Est-ce que cette protection temporaire est temporaire au sens où elle doit conduire à un moment ou à un autre à un retour des Ukrainiens en Ukraine, ou est-ce qu'elle est temporaire au sens que ce serait une étape avant une intégration durable et pérenne dans l'État membre d'accueil? C'est bien ça? Bien. Y a-t-il une autre question? Bien. Ben, Philippe, je te laisse peut-être réagir ou répondre. Est-ce que sur le fil, il y a des questions? Non, j'ai regardé sur le fil, on n'avait rien. Mais... Bon, on s'était donné jusqu'à 45. Donc, Voilà. Théo, vous allez pouvoir lancer la publication des rôles Très bien. sur la Parfait. plateforme. Philippe, tu as la parole. Alors, le plus brièvement possible, premièrement, la question de la circularité. Alors, je crois qu'il ne faut pas penser un peu naïvement qu'on peut faire des migrations circulaires, pendulaires, où des personnes vont faire des allers et des retours pendant toute leur vie entre un pays d'origine et l'Union européenne. Sauf pour ce qui concerne la migration saisonnière, qui, elle, est évidemment, par définition, une migration circulaire. Mais néanmoins, je pense, comme Rostan Mehdi, qu'on peut imaginer qu'il y ait une forme de circularité, mais qui serait de la flexibilité permettant aux personnes de voyager C'est à ça que je pensais, effectivement. Oui. Aujourd'hui, notamment donc pour des courts séjours, et même éventuellement, pourquoi pas, pour des longs séjours, des personnes qui seraient appelées à venir temporairement dans l'Union européenne et puis à repartir chez elles. Et on peut évidemment se prendre à rêver d'un système où on permettrait à des personnes du Sud de découvrir l'Union européenne, d'acquérir des compétences, de rassembler un certain capital pour ensuite rentrer enrichis dans leur pays d'origine. Deuxièmement, la question de l'aide au développement qui est particulièrement intéressante et importante. Alors, c'est évidemment un des problèmes de base de la migration. Il est évident que la pauvreté génère des flux migratoires. Alors, pas la pauvreté extrême, parce que quand on est extrêmement pauvre, par exemple, quand on meurt de faim, on ne va évidemment pas migrer. Mais la pauvreté dans un État où les perspectives d'avenir sont extrêmement mauvaises, où il est très difficile de trouver du travail. Mais dans ce cas-là, il faut faire très attention parce que l'aide au développement, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas pour effet de faire décroître l'émigration dans un premier temps. Au contraire, l'aide au développement, lorsqu'un pays va être en développement, va générer dans un premier temps plus de migration. Et ce n'est que lorsque le pays sera vraiment développé que les flux migratoires vont à ce moment-là décroître. C'est ce que les économistes de la migration aujourd'hui
appelle le rebond migratoire dans le cadre de la politique de développement. Alors, pour terminer sur cette question, ce qui est particulièrement inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il y a une tentation à laquelle les Européens ont déjà cédé d'utiliser l'aide au développement, de conditionnaliser l'aide au développement à la gestion des flux migratoires et en particulier à la lutte contre l'immigration illégale. L'idée étant de ne pas donner d'aide au développement ou de diminuer l'aide au développement si, par exemple, les États d'origine ne veulent pas conclure avec l'Union européenne des accords de réadmission. Et c'est évidemment inacceptable parce que c'est faire s'écrouler la politique de développement dont l'objectif principal en vertu des Nations Unies est la lutte contre la pauvreté extrême. Et si on cède aux velléités de gérer les flux migratoires, on va évidemment à ce moment-là faire exactement l'inverse et couper l'aide au développement en raison de préoccupations migratoires. Alors, la question de la prévisibilité est effectivement extrêmement importante et intéressante aujourd'hui. Je pense qu'on va devoir faire beaucoup d'efforts pour mieux comprendre et gérer les marchés du travail dans l'Union européenne. Alors, je parle à dessein des marchés du travail, parce qu'il n'y a pas un seul marché dans l'Union européenne, mais au contraire, différents marchés même au sein des États membres de l'Union européenne. Et il faudra certainement essayer de mieux comprendre et de mieux gérer les flux migratoires à cet égard. D'abord en reconnaissant que pour des métiers en tension, il est nécessaire d'avoir des migrants. Il suffit aujourd'hui d'écouter les actualités pour entendre un certain nombre d'entrepreneurs dire qu'ils ne trouvent pas de travailleurs dans l'Union européenne et qu'ils auraient besoin de travailleurs migrants. Et cela malgré le fait que dans l'Union européenne, il y a encore un chômage plus ou moins important selon les États membres. Donc, il faudra accepter d'abord la réalité du marché du travail, mais il suffit de voir que le débat tel qu'il se déroule aujourd'hui en France, comme vous le savez, puisque certains nombres de partis politiques s'opposent à la régularisation des travailleurs migrants qui travailleraient dans le secteur des métiers en tension et ne veulent pas en entendre parler, alors qu'il s'agit évidemment d'une question de bon sens. Pourquoi ne pas régulariser des personnes dont on a besoin? Et puis, il y a la question au-delà des travailleurs qualifiés. Aujourd'hui, l'Union européenne reconnaît qu'elle a un besoin en termes de travailleurs hautement qualifiés. Et elle a d'ailleurs adopté à cet égard ce qu'on appelle la directive carte bleue, qui vise à faciliter, favoriser, accélérer l'admission des travailleurs hautement qualifiés. Mais notre marché du travail n'est pas fait uniquement de travailleurs hautement qualifiés. Et les travailleurs hautement qualifiés produiront toujours des poubelles qui devront être ramassées par des travailleurs non qualifiés. Donc, il y a aussi une forme de reconnaissance des besoins réels de l'immigration européenne. Et je crois effectivement, comme tu l'as souligné, Rostan, que la question de la prévisibilité du marché du travail et des flux migratoires sera certainement à l'agenda dans les prochaines années. J'en termine avec la protection temporaire. Alors, la protection est effectivement temporaire en ce sens qu'elle ne peut pas durer plus de 3 ans dans l'Union européenne. Donc, ce sera de 2022 à maximum 2025. Qu'est-ce qui se passe au-delà? Sauf modification législative, les Ukrainiens seront à ce moment-là, s'ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine, appelés à déposer une demande d'asile. Et on peut penser qu'ils seraient éligibles en tant que réfugiés de guerre, non pas au statut de réfugiés, mais à ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Et donc, ils changeraient à ce moment-là de statut et passeraient de la protection temporaire à la protection subsidiaire, sachant qu'à un moment donné, on peut penser et espérer que les Ukrainiens retourneront dans leur pays. L'Union européenne ne souhaitera d'ailleurs pas les accueillir à très long terme, même si un certain nombre d'entre eux
vont s'intégrer. Et puis aussi, il est bien connu que les Ukrainiens n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir retourner dans leur chère patrie et participer à la reconstruction du pays. Bon, on conclut avec les bibis et on est bon. Bien. Philippe, encore un immense merci. Est-ce que Philippe doit rester là ou est-ce que… Non, j'avais dit qu'on Non. pouvait le libérer. Voilà. Il peut reprendre, aller se resservir un petit café. Voilà, un café, voilà, Et on le autre chose si, ouais. si tu le souhaites. Et on le remercie 1000 fois. Philippe, je t'ai envoyé un SMS. Je t'ai envoyé un SMS, tu y répondras. D'accord, très bien. Allez, je t'embrasse. Merci beaucoup pour votre accueil et bonne continuation. Et surtout, bravo encore, en particulier à Philippe Aldrin pour cette initiative qui effectivement est particulièrement intéressante. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Ah, on va couper, mais il faut qu'il coupe, ça va, il a coupé. On y va, alors les bibis, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, nous sommes Estelle et Zora, deux des quatre bibis qui vont vous encadrer. Et on voulait vous donner quelques informations techniques pour le début du jeu. Déjà, dans un premier temps, vous allez recevoir par mail le identifiant pour vous connecter sur la plateforme. On espère que ça n'arrivera pas que chaque année, il y a 2 fois quoi, parce que ça ne marchait pas. Il y a une adresse mail qui a été créée exprès pour les problèmes techniques. Elle est disponible dans les actus sur le site, sinon Estelle va vous leur redonner. Alors, c'est PWS 2023 assistance@gmail.com. Vous pouvez envoyer directement un mail sur l'adresse si besoin. Voilà, et donc c'est Théo qui s'occupera de régler ces problèmes-là. Il est là, il est au fond. On voulait vous dire que les groupes vont être créés en fonction des rôles dès demain. Donc là, aujourd'hui, vous allez déjà recevoir plusieurs mails organisationnels. Et dès demain, nous allons créer 3 groupes. Un groupe Parlement, un groupe Conseil, un groupe Stakeholders, et je dis évidemment la commission du cadre. Donc, vous allez aussi recevoir des mails avec des liens à vous envoyer vers des groupes WhatsApp. Vous aurez avec vous tous les gens qui partagent un rôle et qui vous aideront donc à discuter. Donc, si vous n'avez pas WhatsApp, téléchargez-le. À côté de ça, on a aussi créé une page Facebook. On va vous envoyer le lien pour la rejoindre. Vous pouvez la cliquer, c'est simplement sur un groupe Facebook qui s'appelle PWS 2023. Et dessus, on vous dira les actualités, etc. Et un dernier point, c'est que la conférence du public est prévue le 11 à midi. Ce sera vraiment une conférence qui sera faite pour essayer de vous aiguiller, prendre en charge un petit peu votre rôle, etc. Et donc, ce sera organisé par les 4 étudiants. Merci. Jusqu'au 11, vous avez un bloc qui tue joueurs qui vont vous permettre de rentrer dans le jeu le plus facilement possible et le plus tôt possible. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires qui sont inscrites dedans. Donc, n'hésitez pas à le feuilleter. Faites-le d'ailleurs. Et donc, le scénario est en ligne. Vous pouvez découvrir dès à présent le scénario sur lequel, exact, qui va être. Et donc, le scénario est en ligne et d'ici quelques secondes, vous allez pouvoir découvrir votre rôle qui sera juste en dessous. Donc, vous pouvez aller checker ça. Donc, vous allez avoir le tableau des rôles. Hein. Vous allez vous connecter sur le tableau des rôles. Et donc, Théo, il est rangé de manière par rôle, par famille de rôles. Puis ensuite, hein, évidemment, vous allez pouvoir retrouver votre nom. Ce qui est important, juste, je dis 2 mots, s'il vous plaît, 2 mots d'attention. La plupart des rôles sont des rôles nominatifs, c'est-à-dire que, alors, soit vous avez juste un groupe politique, une organisation, une structure, mais la plupart du temps, pour des rôles politiques notamment, c'est un rôle nominatif. Quand il n'est pas nominatif, c'est le rôle d'un État, donc en fonction du scénario, vous verrez bien quel ministre vous êtes, hein, voilà. Pour les rôles médias, on n'a pas indiqué le nom du journaliste, mais c'est pareil, si c'est un média accrédité auprès de la Commission européenne, vous pouvez tout à fait choisir dans l'équipe des journalistes
la personne que vous serez. Mais il est important de comprendre que l'endossement de rôle, c'est-à-dire le fait de vous mettre dans votre rôle, ça passe d'abord par un travail que vous allez faire dès cet après-midi, demain, ce soir, je ne sais pas, pour bien savoir qui vous êtes dans le jeu. Hein. C'est-à-dire que prenons le cas d'un député. Vous êtes un député ou une députée, vous appartenez à un groupe politique, à une famille politique au Parlement européen. Vous êtes membre d'une commission parlementaire. Vous avez peut-être un rôle de présidence de commission ou de présidence de groupe. Donc, tout ça, il faut très vite aller faire les sites des institutions européennes sont bien faits. Donc, assez vite, vous pouvez savoir qui vous êtes, quelles ont été vos prises de position sur le sujet de la migration dans un passé récent ou au-delà. Et donc, d'une certaine manière, c'est important de commencer par ce travail, de bien savoir qui vous êtes et de vous positionner dans le jeu. Donc, normalement, vous avez vos rôles. Ils sont sur la plateforme. Connectez-vous et découvrez le rôle qui vous a été affecté. Merci Théo. Vous pouvez vous reposer. Voilà. Donc, pour ceux qui sont à distance, on va couper et les bibis et nous, on vous tient à disposition. Donc, le tableau des rôles est sous le scénario. Vous cliquez sous le scénario.